Bienvenue à cette table ronde organisée par le Collège des Humanités et en partenariat avec le journal Le Temps. C'est la deuxième table ronde d'un cycle de 3 qui tourne autour de l'incertitude, l'incertitude étant au cœur d'un programme développé par le Collège des Humanités durant toute l'année, le THEMA. On va commencer avec vous, Touraj Ebrahimi, pour essayer de poser les termes. Qu'est-ce qu'on entend exactement par deepfake aujourd'hui ? Il faut savoir que deepfake n'est pas vraiment défini de manière harmonisée. Donc, beaucoup de gens, quand ils parlent de deepfake, comprennent différentes choses. D'un côté, deepfake a été beaucoup utilisé dans le domaine de la désinformation et misinformation, donc fake news en fait. Ça a été aussi pas mal utilisé dans le domaine de manipulation de données, pas forcément de manière malicieuse, pour créer des vidéos en utilisant des acteurs qui n'avaient pas le temps, par exemple, de venir à une séance de publicité, pour faire des formations dans des cas différents, pour faire des interfaces homme-machine, pour avoir vraiment un visage sur la machine qui crée des expressions, et vraiment la liste est très très longue. J'aimerais juste préciser ici, même si on va beaucoup parler des aspects, disons, moins positifs de deepfake, il ne faut pas oublier qu'il y a autant, si ce n'est pas plus, d'aspects aussi positifs. Et on va peut-être pouvoir aussi passer un peu de temps là-dessus pendant cette journée. Sarah Sermon-Dada, vous diriez que c'est très répandu dans l'espace médiatique, ou c'est plutôt qu'on en entend plus que jamais parler ? Alors, je dirais que c'est pas si répandu. Néanmoins, on a de plus en plus de deepfake un petit peu pour l'exemple qui arrive dans l'espace médiatique. Donc, évidemment, on va penser à cette fameuse déclaration d'Obama qui avait été en fait réalisée en deepfake. Plus près de nous, on avait la déclaration de la reine d'Angleterre fin 2020 qui était aussi un deepfake. On a aussi c'est un petit peu plus confidentiel, mais c'est assez intéressant, un reportage qui avait été présenté au Festival Visa pour l'image, réalisé par le reporter Jonas Bendiksen. En fait, toutes les photos étaient des fausses, et ce reportage avait gagné le prix, ce qui est assez révélateur en fait. Pour l'instant, dans les médias, on a des exemples qui sont plutôt montrer attention, ne croyez pas tout ce que vous voyez avec une image ou une vidéo ou un enregistrement audio, c'est pas parce que ce témoignage existe qu'il est nécessairement vrai. Oui, avec une fonction pédagogique. Une fonction pédagogique. Et je dirais que c'est quand même intéressant parce que ça permet un petit peu d'interroger quelle est la méthode journalistique pour créer l'actualité, en fait. Et finalement, la bottom line, si je puis dire, de tout cela, c'est que, oui, on fait confiance au reporter qui nous montre quelque chose, mais ce reporter ne se base pas juste sur des témoignages ex nihilo. Il a une méthodologie. S'il nous met une citation de quelqu'un, c'est qu'il lui a parlé. Si on a un enregistrement, c'est que le journaliste qui l'a enregistré est quand même garant que c'est pas du faux. Ça a eu lieu. Voilà. Sébastien Dieguez, cette technologie de deepfakes, elle nous interpellerait peut-être pas autant si elle ne s'inscrivait pas dans un contexte où on parle de faits alternatifs. Oui, alors c'est ce qu'on appelle la post-vérité. C'est un terme qui a été introduit en 2016 dans le contexte de l'élection de Donald Trump, du Brexit. Mais le terme technique de bullshit, tel qu'il a été introduit dans un usage philosophique, comme le désintérêt à l'égard de la vérité, date de bien avant. C'est un petit livre qui a eu beaucoup de succès autour des années Bush et de l'invasion de l'Irak, où on parlait déjà de manipulation, de propagande, de mensonges. Et à vrai dire, cet aspect des deepfakes est plutôt brandi actuellement comme une menace potentielle de ce qui nous attend, en quelque sorte. Mais il s'agit d'un dispositif parmi d'autres, dans, disons, que l'empire du faux, ou des moyens disponibles pour manipuler des images, des textes, des idées, des croyances. Et les humains ont toujours été très créatifs pour ça. Donc est-ce qu'on est dans une ère du faux ? C'est très difficile à dire, parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'évolution en fait de la manipulation, du faux et du mensonge. Donc il y a toujours eu des rumeurs, des superstitions, des théories du complot, des techniques de diffamation qui ont circulé à travers l'histoire.
Voilà, aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui permettent des nouvelles formes de manipulation. Et donc, le faux évolue et s'adapte au contexte historico-politique et sociologique des différents endroits. Pour le moment, on a quand même un gros succès de ce que certains chercheurs appellent les cheap fakes. Oui. Les cheap fakes, ça reste du registre du photomontage ou de la manipulation plutôt grossière. Donc récemment, il y a une vidéo d'Alain Berset où Alain Berset disait qu'on vivait sous une dictature avec une voix mal imitée d'Alain Berset. Personne n'est tombé dans le panneau. Mais C'est pas le presque but. de la caricature, là. Justement, Ouais. un des aspects du faux, ce n'est pas nécessairement d'instiller des fausses croyances ou de convaincre ou de persuader qui que ce soit, mais plutôt d'instaurer une forme de confusion. Quand vous avez un photomontage absolument grossier qui met quelqu'un dans une scène compromettante ou embarrassante, peut-être un montage pornographique où on change les têtes des gens comme ça, personne ne tombe dans le panneau, personne ne croit que c'est vrai. Et pourtant, ça fait du mal, pourtant ça diffame, pourtant ça met les gens dans des positions... Enfin, c'est illégal déjà. Donc le problème du faux n'est pas nécessairement qu'ils parviennent à faire croire qu'il est vrai, quoi, mais qui sème une forme de confusion générale. Et ça, c'est une situation qu'on vit en ce moment. Il y a plutôt une forme de confusion. Oui, c'est ça. Puisqu'on est là en train de poser les termes, le contexte, Anne-Gaëlle Lardot, il faut préciser que cette exposition Deep Fakes, elle ne s'écrit pas exactement comme le deepfake dont parlait au tout début Touraj Ebrahimi. On n'est pas tout à fait dans le même registre. Il n'empêche que ça repose sur le principe de la copie, qui n'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, il y a un recours à des technologies très puissantes qui permettent de créer des faux qui ressemblent terriblement aux vrais. Oui, alors déjà, effectivement, l'intervention ici, elle est un petit peu dans un contexte différent, mais quand j'entends en fait les commentaires de Monsieur Dieguez, pas tant que ça, parce qu'on est là en train de dire oui, le faux, la manipulation. La technologie et ce deepfake, aujourd'hui, pour ceux qui ont vu l'exposition, vous avez peut-être vu une œuvre qui s'appelle The Next Rembrandt, qui a été générée en 2016. Et c'est un tableau de Rembrandt qui a fait un absolu scandale quand il a été montré et qui a été généré par intelligence artificielle sur la base de 300 fragments de l'œuvre originale de Rembrandt. Et donc c'est un tableau avec un motif qui n'a jamais existé, mais qui ressemble à s'y méprendre à un vrai Rembrandt. Et évidemment, là, on est tombé complètement dans le contexte du scandale. Les historiens de l'art ont été très choqués en disant les scientifiques sont en train de créer les bases pour faire du faux. Donc on est dans cette peur de la manipulation. Mais on s'aperçoit, donc ça c'est en 2016, et on s'aperçoit que 3 ans après, en 2019, il y a un autre artiste, et entre-temps il y en a eu d'autres d'ailleurs, qui vont utiliser les mêmes technologies, qui sont des technologies de GAN, pour... G-A-N. G-A-N, avec un S, oui. Et qui vont, eux, s'en utiliser pour faire... c'est plus une exploration d'un nouveau mode de production. Donc on est passé d'un projet... qui était de faire à la manière d'eux et de s'appuyer sur une technologie pour aller un petit peu dans la provocation, puisque The Next Rembrandt, en plus, c'était un projet marketing, à une évolution où là, on va utiliser ces technologies pour s'inspirer, pour générer de l'art, mais en s'appuyant vraiment sur cette technologie pour générer cet art. Et c'est l'exemple notamment d'une autre œuvre qui est présentée et qui s'appelle Hélène, et qui, elle, va s'appuyer sur 120 000 références de la sculpture pour générer une sculpture inédite. Donc là, on est vraiment dans une production nouvelle. Et ça, vos technologies, Touraj Ebrahimi? On sait très bien que pendant une certaine période dans notre histoire, en Russie par exemple, en Union soviétique plutôt, de Staline, en Allemagne nazie, et même dans des pays qu'on appelle démocratiques comme le Canada et les États-Unis, il y a eu recours à des manipulations. Sauf qu'il fallait énormément de moyens et énormément de spécialistes pour pouvoir le faire.
De la même façon que vous regardez des fois dans des films qui ont été faits il y a une même vingtaine d'années, des effets spéciaux qui sont absolument réalistes. Mais ça a coûté des millions et des millions. Aujourd'hui, ça n'a pas coûté des millions et des millions. Ça va coûter quelques centimes, peut-être même rien du tout. Donc c'est ça vraiment la vraie différence. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle plutôt de deepfake et pas de ce qu'il y avait avant? C'est parce que premièrement, les deepfakes, c'est surtout l'information visuelle. Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, quand nous voyons des choses, nous y croyons plus que quand nous les entendons, quand nous les lisons. Peut-être, je ne suis pas historien, mais peut-être qu'il y a une centaine d'années, et quand on avait du texte, parce que le texte était très difficile à publier, et peut-être que quand on lisait, on y croyait. Et aujourd'hui, à cause de l'Internet et des réseaux sociaux, si on voit quelque chose, on n'y croit pas parce que c'est justement écrit. Parce que n'importe qui aurait pu l'écrire. Mais on croit plus si on peut entendre. Et surtout, quand on voit des vidéos ou des images, on y croit beaucoup plus. Sébastien Dieguez, alors est-ce qu'il n'y a pas là une révolution au plan cognitif quand même de ne plus pouvoir croire ce qu'on voit? Le système visuel donne l'illusion que ce qu'on voit est juste devant nous puis que c'est la réalité. Mais en réalité, c'est un phénomène reconstructif. Toute image est projetée comme on l'apprend à l'école, elle est inversée sur la rétine, elle est ensuite remise à l'endroit dans le cerveau. C'est un processus extraordinairement laborieux que l'évolution a mis des millions d'années à construire, sur la base d'ailleurs de pas mal de bricolage assez hasardeux. Le problème, il vient que quand on dit aux gens, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ce qui est vrai, mais d'un autre côté, on ne peut pas passer tout notre temps à remettre en doute nos propres perceptions. C'est pas possible, c'est certainement pas souhaitable. Il y a une partie de confiance qu'on doit porter à nous-mêmes, mais aussi aux témoignages qu'on reçoit. Sarah Sermandada, vous disiez tout à l'heure que les deepfakes actuels, ils avaient surtout une mission éducative, pédagogique, alerter des dangers, des possibilités de manipulation des images, mais on peut se demander si ça n'est pas contre-productif. Il y a un autre exemple de deepfake qui vient de me revenir, qui vient de me revenir en tête, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Il remonte à avril 2020, peut-être que vous l'avez raté. C'était Extinction Rébellion qui avait fait dire à la première ministre belge que la crise du Covid et la crise du climat avaient la même origine. Ils avaient quand même mis un petit bandeau de texte en bas pour dire que ce n'était pas une vraie déclaration. Alors, c'est sûr que c'est un outil en fait, le deepfake. C'est un outil, on peut en faire un peu ce qu'on veut, donc forcément, il peut être utile ou contre-productif selon la manière dont on l'utilise. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit contre-productif. Je crois qu'on a consacré beaucoup d'énergie à essayer d'élucider le problème de la crédulité. Pourquoi depuis au moins les années 60, en psychologie, on étudie essentiellement pourquoi les gens sont si stupides. En fait, les gens, généralement, ils y trouvent leur compte dans les fausses informations. Ils sont sélectifs, ils ne vont pas adhérer à n'importe quoi. Généralement, ils vont adhérer à ce qui les arrange, à ce qu'ils croient déjà, à ce qu'ils aiment déjà. Et donc, il y a un phénomène ici d'autoconfirmation, si on veut, de ses propres préjugés, de ses propres croyances. Les gens ne vont pas se faire rouler comme ça par un truc qui ne leur convient pas. Ils se font rouler par des choses auxquelles ils adhèrent déjà. Donc, à mon avis, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir. Et je pense que c'est la même chose pour les deepfakes. Si vous voyez une vidéo où votre politicien préféré dit quelque chose qui ne lui ressemble pas, vous allez vous dire, là, il y a un trucage, c'est pas possible, il n'a pas pu dire ça. Et de fait, même quand un politicien qu'on aime bien dit quelque chose de complètement stupide, on se dit non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, il s'est fait hacker, c'est un trucage. Donc même le vrai aujourd'hui peut être remis en question quand il nous arrange pas. Mais si un politicien qu'on n'aime pas il dit quelque chose d'absolument outrageant, on va immédiatement partager cette information et on s'en fiche bien en fait de savoir qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Anne-Gaëlle Lardot, quelles émotions crée le contact avec une œuvre créée par une intelligence artificielle, par exemple? Alors là, dans le cas de ces artefacts ou même de ces sites patrimoniaux qui peuvent être reproduits, qui peuvent être numérisés, dont on peut avoir des doubles, effectivement, on a toujours cette question de savoir est-ce qu'un double ou est-ce qu'une copie, c'est d'ailleurs pas une question récente, mais est-ce qu'une copie va véhiculer l'aura de l'original ?
Juste du point de vue historique, les copies, elles ont été faites au début de manière matérielle. À une époque où les gens ne pouvaient pas voyager, c'était la seule façon qu'il y avait de partager un patrimoine. Et aujourd'hui, ces doubles numériques, ils ont un intérêt scientifique, ils ont un intérêt pédagogique et ils ont un intérêt de préservation. Donc, on a dans le cadre d'objets patrimoniaux qui sont copiés, qui peuvent être après incarnés par des copies physiques, cette question de l'aura et de l'émotion qu'on peut avoir devant. Aussi au niveau d'un patrimoine comme un patrimoine bâti, donc je pense que vous faisiez référence à ce qui a été fait sur Palmyre. Ouais. Et donc cette archive, c'est le témoignage le plus précis qu'on ait de ce site avant sa destruction complète. Mais ça pose effectivement la question de qu'en faire. Alors au point de vue scientifique, les questions... l'intérêt, ça n'est pas remis en question. Mais est-ce qu'une archive numérique de ce type-là permet de véhiculer l'émotion et permet de transmettre ce patrimoine à une génération future alors que l'original est perdu? Donc on est dans l'utilisation de ces deepfakes. Et là, il y a aujourd'hui des expériences qui sont en train de se monter sur le fait que un patrimoine numérique est un patrimoine en soi et que peut-être on ne peut pas lui faire porter exactement la même chose que le patrimoine matériel, mais en revanche, il y a tout un champ d'expériences qui peuvent être ouverts et des émotions nouvelles générées par des technologies nouvelles qui s'adossent à ces technologies de numérisation. Et donc là, on est dans un recours positif au deepfake que vous évoquiez tout à l'heure, Touraj Ebrahimi. Donc oui, faire des utilisations plutôt positives des deepfakes existent. À mon avis, il y a plus d'utilisations positives que des utilisations négatives. Il faut pas oublier cet aspect des choses. Et sinon, que faire alors contre l'usage négatif? Et on a toujours trouvé une solution, pas toujours de manière technologique, mais un mélange entre technologie et autre chose, pour pouvoir s'adapter. Et à mon avis, on va pouvoir s'adapter aussi à cette phase de confusion entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vous connaissez tous le jeu de la souris. Il y a un attaquant, il y a un défenseur. On l'a dans plusieurs exemples, dans les spams, les emails indésirables qu'on reçoit aussi. On a la même situation. Une chose qu'il faut savoir, c'est que dans un jeu de chat et de souris, le souris, tôt ou tard, il sera le perdant. Et nous sommes les souris dans ce jeu. Donc peut-être qu'on va de nouveau pouvoir prendre les dessus en apprenant à ces machines de réapprendre que ça c'est faux, mais au moins pendant un certain temps, le souris va perdre. Et alors cette approche qui est l'approche qui existe aujourd'hui va probablement encore persister pendant un certain temps, mais il faut vraiment sortir de ce jeu de chat et de souris. Alors comment est-ce qu'on peut sortir? Une façon, c'est de vraiment suivre et taguer, donc annoter les données dans leur voyage, depuis la création jusqu'à la consommation. Un traçage. Un traçage de la vie. Alors il faut que ce traçage soit évidemment protégé. Donc on doit pouvoir faire confiance à l'information, à cette annotation. Mais ça, c'est un petit peu la solution, je dirais, qui va nous permettre, pas tout de suite, mais à terme, à sortir de ce jeu de chat et de souris. L'idée qu'il s'agit d'une course aux armements, donc du jeu de chat à la souris, indique assez bien qu'on n'en aura jamais fini avec ça. Une fois qu'il y a une norme établie que tout le monde accepte, ça devient précisément la cible à truquer. Et il y a la fonction de l'art peut-être dans tout ça?
pour rebondir, j'étais très intéressée aussi par entendre tout ce qui a été dit par rapport à la provenance, puisque c'est effectivement aussi ce qui se fait en art, puisque évidemment la véracité, d'une œuvre d'art se base aussi sur le traçage de sa provenance, par où elle est passée, quelle a été vraiment son histoire. Et plus l'histoire d'une œuvre est documentée, et plus elle a de la valeur, parce que justement on peut être sûr que ce n'est pas un faux. Justement, et dans un souci d'économie d'ailleurs, aujourd'hui les faussaires ne s'appuient plus tellement à essayer de reproduire l'œuvre parfaite, mais falsifient beaucoup plus volontiers les provenances. Donc on est effectivement dans cette histoire de chat et de la souris, où le chat s'est déplacé, et où l'enjeu c'est de falsifier les provenances. Et il y a une histoire célèbre que vous avez peut-être vu passer dans la presse sur des Giacometti qui étaient très facilement reproductibles, avec un nombre de faux qui dépassait plusieurs milliers. Et en fait, les faussaires avaient mis beaucoup d'énergie à produire un faux catalogue qui permettait d'attester la provenance et de retracer ces œuvres jusqu'à l'atelier soi-disant de Giacometti. Merci. Et donc, une invitation à poursuivre cette réflexion en allant voir l'exposition Deepfakes jusqu'au 6 février. C'est ça, juste à côté. Merci beaucoup.